c'est raconter quelque chose, donc se raconter soi, se raconter à travers son entreprise, par exemple. On est des êtres vivants, on vit des expériences, et il y en a certaines qui nous impactent. Parce qu'on n'aura jamais tous la même vision des choses, au final. Et donc, c'est ça qui fait aussi l'authenticité du storytelling, finalement. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à vous trois. Hello. Bonjour. Hello. Coucou Virginie. C'est bon, tu es une habituée de la BHZ League. Oui. Deuxième épisode. On t'accueille aujourd'hui pour parler un peu plus du storytelling qui peut se passer, qui peut passer à travers la rédaction d'un livre. Avant de plonger dans cet épisode et dans ce sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode ? Oui, alors bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous. Donc je suis Virginie, je suis éditrice freelance. Donc je travaille avec des maisons d'édition en tant que prestataire éditorial, mais aussi des autrices et auteurs qui rédigent leurs livres en auto-édition. Donc j'interviens sur leur ouvrage pour le corriger et échanger avec eux, affiner au maximum leurs propos. Depuis combien de temps ? Alors, je suis éditrice depuis 6 ans maintenant, mais en freelance depuis 1 an et... alors, janvier, février, mars, avril, 5 mois, voilà. Les maths, c'est pas mon fort. Super. Tu avais une question pour nous ? Oui, alors là, on est sur le storytelling. C'est un épisode consacré au storytelling. J'aimerais savoir, qu'est-ce que le storytelling pour vous ? Alors, je vais commencer peut-être. Le storytelling, disons que c'est une méthode pour renforcer un petit peu le lien de confiance avec ses interlocuteurs en donnant beaucoup d'exemples. Pour illustrer un petit peu ses propos, le storytelling, ça peut passer par des expériences qu'on a vécues soi-même ou alors des exemples illustrés dans des situations. Mais à partir du moment où il y a des exemples, déjà, on arrive à donner peut-être une image consciente un petit peu chez la personne, chez notre interlocuteur. Et donc, c'est plus clair pour l'autre de mémoriser un petit peu l'échange qu'il y a eu. Pour moi, je dirais que, en fait, les premières fois où j'ai entendu parler de storytelling, d'un point de vue professionnel, c'est pour vendre un produit. Donc, typiquement, quand j'ai créé le BHZ de coworking, je me suis posé la question de comment comment expliquer la naissance, en fait, du projet. Et donc, c'est ça que moi, j'associe au storytelling, en fait. C'est raconter le cheminement qui a été fait pour arriver à la création de ce lieu. Voilà. Ok, j'ai à peu près un mix de vos définitions. C'est vraiment faire le tri dans une histoire pour la rendre plus mémorisable, plus concrète pour le récepteur et du coup la rendre un peu plus intéressante. C'est pas uniquement parler de nous, c'est tendre un peu la main à celui ou celle qui l'entend, qui la lit, et faire un bout de chemin vers lui pour que ce soit plus simple. Voilà. Est-ce qu'on a tout bon? Alors, je pense que vous avez tous les trois raison sur ce qu'est le storytelling. C'est vrai que comment je le vois moi, c'est déjà si on décortique le mot en lui-même, c'est un anglicisme. Storytelling, c'est raconter quelque chose, donc se raconter soi, se raconter à travers son entreprise, par exemple. On parlait de vente aussi, raconter l'histoire d'un produit pour attirer l'attention des récepteurs. Je prends chaque... Super. pour
attirer les gens, faire que les gens apprennent à connaître le produit en question. Est-ce qu'il y a des avantages en particulier au storytelling, en édition par exemple? Alors, les avantages du storytelling, c'est, comme je disais, se raconter soi, raconter une expérience. En édition, on va retrouver ça, par exemple, en biographie, en autobiographie, mais pas que. Enfin, ça peut être dans des livres pratiques, donc des partages d'expériences sur des choses concrètes. Enfin, admettons une recette de grand-mère qu'on a envie de partager, ou bien des expériences plus personnelles, plus dures, qui ont eu un impact peut-être psychologique sur nous et qu'on a envie de transmettre. Ça peut passer par énormément de choses. Et voilà. L'avantage du storytelling, je pense, c'est d'abord un processus personnel. Donc, c'est réfléchir à la construction d'un récit, que ce soit pour soi, pour son entreprise, pour un livre qu'on veut produire. Réfléchir, construire ce récit pour l'affiner au mieux, se l'approprier, l'assumer et ensuite le transmettre. Et du coup, ça donne aussi une confiance en nous. Clairement, c'est ce que ça m'a apporté. C'est-à-dire, ça m'a aidé à donner du sens à la démarche. Tu prends un moment de recul, en fait, tu essaies de faire le tri sur tout ce qui t'a animé, et derrière, ça te galvanise et ça t'aide, en fait, encore plus à défendre le produit, le lieu, l'histoire ou la recette, justement, que tu vois, tu l'incarnes, en fait, plus facilement. Donc ça aide à promouvoir, en fait, une sorte de, à faire la promotion, la publicité d'un produit. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais moi je trouvais que c'était important, en tout cas pour moi, pour faire connaître le BHZ Coworking, de créer un peu cette histoire. Et comment on peut faire du coup? Est-ce que, pour parler de soi, parce que là, il y a plein de petites étapes en fait intermédiaires avant de raconter l'histoire, comment on fait? Est-ce que tu as une petite recette? Alors, on est des êtres sociaux de base, et ce qui nous définit, une partie de ce qui nous définit, c'est qu'on peut raconter des histoires, nous, en tant qu'êtres humains. Donc, ça passe par la parole, ça passe par la création, voilà. Des dessins sur les murs des grottes. Exactement, oui, exactement. Donc là, je pars de très loin. Je me remets dans le... Alors, préhistoire. On est en 2024. On est en 2024. Excuse-moi. Yael, tu m'as transportée là. Bien sûr. Et donc, voilà, on est défini par le fait de raconter des histoires, et on fait ça, en fait, tous les jours. Dans notre vie quotidienne, on se raconte, en fait, dans les conversations, etc. On parle de soi naturellement, finalement, et on s'adapte aux gens avec qui on interagit, on s'adapte au contexte, etc. Comment faire pour raconter une histoire particulière? Là, je pense que ça touche à l'affect, c'est-à-dire, on est des êtres vivants, on vit des expériences, et il y en a certaines qui nous impactent. Et alors, on a tous nos vies, hein, donc ça peut être des expériences différentes, mais la manière dont on les a racontées à telle ou telle personne et les échanges qu'on a reçus en retour vont nous permettre de réfléchir à tout ça et d'entamer l'étape de construction. Si on veut vraiment faire transmettre un message d'abord pour soi, puis ensuite peut-être pour les autres, si on veut élargir. Mais d'abord, ça passe par, je pense, les conversations qu'on a avec les gens et les réflexions qu'on en tire. Et ensuite, ça se construit. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'une fois qu'on pose ça sur le papier et qu'on l'écrit et qu'on le publie, par exemple, d'autres gens vont être en contact avec ces réflexions-là, posées sur le papier, et vont à leur tour réfléchir, et vont se dire « Ah ouais, moi j'ai vécu ça. Ok, je vais en parler. Ah, bon. Et je construis moi aussi. Et pourquoi pas, hop, je transmets aussi cette idée. » Voilà, c'est peut-être... C'est un petit peu... on se sert d'un miroir, en fait, avec les autres, pour petit à petit affiner cette histoire. Donc la première version est peut-être pas forcément la bonne. On fait le tri petit à petit. Ouais, je pense qu'on est tous...
on dépend tous les uns des autres, en fait. Pour moi, c'est personnel. Je pense ça. Je pense que on se construit tous dans les échanges qu'on a avec les autres. Donc, ça peut être des échanges bienveillants, constructifs, etc. Des mauvais échanges aussi. Ça fait partie de la vie. Et en fait, en prenant tout ça, ça nous permet de penser, mais de penser l'idée d'un point de vue très personnel aussi, parce qu'on n'aura jamais tous la même vision des choses au final. Et donc c'est ça qui fait aussi l'authenticité du storytelling finalement, parce qu'on. Et par contre, quand on par exemple, si on se met dans sa bulle, je sais que écrire un livre, c'est quelque chose qui est long, souvent de manière solitaire. Et donc cette idée d'histoire que l'on a envie de raconter, c'est pas facile de la tester, de voir comment elle marcherait avec quelqu'un, parce que souvent on la triture, on la comment ? Et il faut des codes aussi, je pense, en tout cas pour l'écriture, pour que ce soit facile à lire, etc. Au-delà même du storytelling, je crois qu'il y a une technique aussi à avoir, je pense. Oui, je sais pas ce que tu en penses de ce côté solitaire, alors que on a besoin des autres pour construire ce storytelling. Oui, tout à fait. Alors, on est influencé par pas mal de choses dans la vie. Mais on parlait de conversation, mais ça peut être des courants artistiques, ça peut être des choses qu'on voit à la télévision, au cinéma, etc. Même sur les réseaux sociaux, parce que Rosanne, tu le sais bien, sur les réseaux sociaux, le storytelling, c'est vraiment c'est monté en flèche, quoi. C'est une prépondérance maintenant dans tous les contenus qu'on peut voir, et en vidéo particulièrement. Je fais un petit clin d'œil du coup à l'épisode juste d'avant avec Mathias. Mais qu'est-ce qui pour vous justifie ça en fait? C'est-à-dire comment ça a fait que ça a pris une telle proportion pour faire on va dire l'apologie, enfin pas l'apologie c'est peut-être un peu gros. La promotion, on va rester sur la promotion de choses, quoi. J'ai l'impression qu'effectivement, il faut beaucoup plus tu te racontes, mieux c'est, plus c'est vendeur, plus tu attires, en fait. Est-ce que, je ne sais pas si on le revoit on le voit bien dans les réseaux sociaux, mais est-ce que, par exemple, en littérature, est-ce qu'on le ressent aussi? Je sais pas. Comme pour les réseaux sociaux, il y a des codes, comme tu disais justement, et en littérature, il y a tout ce travail de recherche qui est accessible aussi maintenant via Internet sur la construction d'un roman, sur la construction d'un récit de vie, etc. Donc on peut s'inspirer de ces choses-là, de ces codes. Mais en effet, c'est un travail solitaire aussi. On se retrouve un peu dans sa bulle. Généralement, je sais pas, ça dépend vraiment des autrices, des auteurs. Il peut y avoir des échanges avec les proches, etc. pour peut-être vraiment se motiver aussi. Mais sinon, je pense que d'abord, c'est un travail qu'on engage pour soi. Et c'est ça qui rend la chose authentique. Et peut-être qu'après, on se dit « Ah, ça me plaît, ça me ressemble. Ok, et si je pensais à la publication, et si j'entamais ces démarches-là ?» À ce moment-là, c'est un peu une mise à nu aussi. On se dit, voilà, ça veut dire qu'il va falloir que je le fasse relire, par exemple, ce manuscrit, pour avoir un regard extérieur. Encore une fois, le regard extérieur qui est important. La communication, sorte de conversation qu'on peut avoir avec les autres. Parce que c'est vrai qu'on n'a plus de recul aussi, je pense. Et donc, la correction peut rentrer en jeu. Par exemple, un travail... Le travail que je fais, par exemple, avec des autrices et des auteurs comme ça, c'est on va décortiquer les textes ensemble, on va échanger beaucoup. Et donc, c'est génial d'un point de vue d'éditrice, c'est qu'en fait, même si l'histoire n'est pas encore finalisée, il y a une sorte de storytelling sous-jacent quoi, qui se fait. J'apprends à connaître la personne derrière les mots, en fait. Les mots qui vont être qui vont devoir être justes, qui vont devoir être bien choisis. C'est vraiment le ton, le style de la personne qui doit transparaître. Tu es là en fait pour voir si ça colle bien, si c'est pas faux, si derrière le livre ou derrière l'histoire, c'est vraiment la même personne. Ça peut être fictif, ça peut être une autrice ou un auteur va raconter peut-être sa propre histoire, va peut-être mettre des éléments de sa vie dans une fiction, va peut-être raconter quelque chose de totalement différent, mais
elle aura toujours une idée derrière la tête, un message à faire passer, comme on disait tout à l'heure, Patrick, un message pour transmettre quelque chose, pour que ça touche les lecteurs. Le storytelling, c'est ce qu'on disait au début, Rosanne, c'est on met en place des choses pour transmettre un message, pour faire passer quelque chose, pour que les gens soient touchés. C'est ce que tu disais au début. Et c'est un peu ça le processus aussi pour les livres. Et aujourd'hui, on voit justement de plus en plus de personnalités écrire leur ouvrage, leur livre. Alors en général, c'est autobiographique. Ils racontent leur parcours, leurs échecs, leurs succès aussi, leurs états d'âme, etc. Donc on voit en fait que grâce au storytelling, il y a une forme un petit peu de thérapie, si je puis dire. Mais c'est une séance de psy. Et pour la personne qui l'écrit, et pour la personne qui le reçoit finalement. Oui, exactement. Enfin, c'est vrai qu'on peut parler de thérapie dans certains cas. Pour les personnalités, en fait, ça dépendra toujours des gens, bien sûr. Mais c'est vrai que, à titre personnel, j'aime beaucoup les biographies ou les autobiographies parce que je trouve fascinant, en fait, de lire la vie de gens. Même si, elles sont, je sais pas, loin dans le temps, dans des siècles, ou même si c'est maintenant, en fait, c'est toujours intéressant de savoir, de voir des ponts qu'on peut se rassurer. faire. Peut-être aussi. Ouais. De voir aussi que, elle est partie de là, mais elle est là maintenant. Elle a réussi et elle a eu des galères, etc. C'est inspirant. Et pour le côté thérapeutique, c'est, je pense que, la clé, c'est être transparent et se dire, d'abord, c'est un outil pour me soulager, pour exprimer des choses. Si en gros on est à l'aise avec le média, parce qu'il y a plein d'autres façons bien sûr d'exprimer les choses. Casser des assiettes. Exactement. Exactement, Gaëlle. C'est le côté solitaire, ça marche bien aussi. On ne posera pas de questions, Gaëlle. mais du coup, par rapport à ça, tu conseillerais toi à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise de se mettre à l'écriture en guise de thérapie, de validation, d'action, de pourquoi j'ai créé, qu'est-ce qui m'anime, des choses comme ça ou en fait, c'est une bonne idée. Si on est à l'aise avec le média, peut-être pas écrire directement pour les gens. D'abord, se dire que c'est un travail personnel, se dire si j'écris, peut-être que ça peut m'aider à me dire je viens de là, j'ai fait ces étapes, j'ai passé ces étapes-là et j'en suis là maintenant. Qu'est-ce que ça peut être plus tard ? Mais en plus, on a une sorte de recul ensuite quand on se relit nous-mêmes et on peut peut-être apprendre des choses. Et alors que ce soit le côté très thérapeutique, avec des expériences dures, etc., qui nous soignent au final et qu'on se dit, si je le transmets, ça va faire du bien aux autres, ça va les aider. Pour le côté entreprise, ça peut être pareil aussi. On se dit, mon expérience, elle est unique, peut-être que par rapport à d'autres, c'est un tout petit, une toute petite chose, mais en fait, c'est comme les autobiographies qu'on lit ou les biographies. Chaque expérience est unique et vaut le coup d'être racontée. Et ça pourra inspirer toujours, ça s'inspirera toujours quelqu'un, en fait, je pense. Donc en fait, on peut rajouter pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, j'espère, que c'est bien de faire ce travail de storytelling lorsqu'on est dans un processus de création d'entreprise, par exemple, pour essayer de se documenter, de valider en fait quelque part ce qu'on a dans la tête, vérifier si ça. Parce que moi, en fait, ce que je trouve important dans le storytelling, c'est vérifier finalement la cohérence, quoi. Oui. C'est il faut que ce soit un peu cohérent, même si on va chercher des idées à droite, à gauche, qu'on associe et qu'on crée justement cette histoire. Si derrière, en mettant tout ça bout à bout, il y a une cohérence, quelque part, on est plus rassuré sur le produit que l'on veut proposer. Moi, je le ramène toujours dans l'esprit entreprise. Hein. Oui. Ouais. Mais je trouve que c'est un vrai outil pour ça. Et c'est un peu ce que moi j'ai fait naturellement, d'essayer de piocher des expériences de ma vie qui ont justifié le fait que je mette ce produit-là en place, quoi. Voilà. C'est sûr que si tu avais été agriculteur, on n'aurait pas trop compris la cohérence. Mais là, consultant, encore c'est que bon. J'aurais pu trouver une histoire oui, ça aurait été féerique. En tout cas, l'histoire aurait été très différente. Et le produit, au final, évidemment. Et c'est très intéressant parce que finalement, c'est le parallèle ça peut être, la littérature et l'entreprise
on peut voir ça comme des sujets assez opposés au niveau storytelling, mais non, en fait, parce que ça part d'un thème précis qu'on va construire dans sa tête à partir d'expériences qu'on a eues. Et voilà, on va monter une histoire et puis on va raconter. Et ça se fait aussi avec bien sûr le retour des clients, etc. ou des lecteurs qui vont nous permettre aussi d'affiner le message et d'assumer le produit fini. Ouais, plus facilement en tout cas. Oui, exactement. Oui. On peut peut-être rebondir, Patrick, sur justement le BHZ Coworking. C'est quoi le storytelling? Oui, le storytelling du BHZ, justement, parce que tu nous l'as un petit peu teasé, mais comment est-ce que tout ça se fait? C'est vrai. Alors, faut que je me le remette en tête là, parce que du coup c'est vieux maintenant. Back to. Non, mais c'est parti. L'histoire, c'est quoi? C'est que je quitte Orange en 2014. J'intègre une entreprise en fait finlandaise, suédoise, je sais plus. Nokia, je sais plus ce que c'est. Bref. C'est nordique. C'est nordique. Nord-européen. Voilà. Qui propose en fait à l'époque, donc on est en 2014, qui propose du télétravail à ses salariés depuis bon nombre d'années. C'est ancré dans les mœurs, 3 jours, 2 jours. Et c'est ce qui me permet de faire le choix de quitter Lannion pour aller bosser à Paris. C'est-à-dire que je fais 3 jours, 2 jours. Et de temps en temps, quand j'allais à Paris, donc c'est des open space. Donc déjà, c'est une nouvelle aussi, nouvelle manière de travailler, puisque moi, à Orange Labs à Lannion, j'avais mon bureau. Là, je me retrouve dans un open space, donc c'est nouveau aussi pour moi. Et en plus de ça, des fois, on nous dit, vous pouvez aller travailler en espace de coworking. Donc je découvre les espaces de coworking et je découvre le télétravail. Et je me dis, en fait, à ce moment-là, que en étant à Lannion, je dois pas être le seul à faire à vivre à Lannion et travailler à Paris. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Et en plus, je me dis que c'est une tendance, en fait, le télétravail. Donc, je me dis que il va augmenter. Pourquoi pas ouvrir un lieu où, plutôt que d'avoir mon bureau à moi tout seul, je rencontrerai du monde, surtout qu'en côtoyant des gens au coworking et arriver des journées où, bon, c'est vrai que des fois, on travaille un peu moins, mais par contre, on s'enrichit vachement à travers des échanges, des discussions, on découvre des métiers. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose à Lannion. Donc, c'est voilà le storytelling autour du BHZ Coworking. En fait. Et tu avais 6 ans d'avance. 2014-2020. 6 ans d'avance par la force des choses après, tu vois, mais je ne pensais pas que le télétravail prendrait cette dimension. Et puis en plus, c'était pas forcément écrit comme ça, puisque le Covid qui est arrivé, finalement, cassait un peu toute la dynamique, dans le sens où il fallait plus regrouper des gens à un seul endroit. Donc c'était un peu compliqué. Et en même temps, ça a boosté après. Et en même temps, ça a boosté après. Cette possibilité de sortir de son bureau et de ses habitudes. Exactement. Avec des gens qui viennent, par exemple, qui viennent de région parisienne, par exemple, en week-end prolongé, qui prolongent, mais qui peuvent continuer à travailler. Enfin, voilà, tous ces mœurs-là ont explosé et ont fait que le coworking a aussi pris une ampleur. Et est-ce que d'ailleurs, tu as testé un petit peu cette histoire avant d'investir? Est-ce que t'as... Ah non, moi j'ai été convaincu. Donc après, je l'ai raconté, en fait. Et c'est la manière de le raconter où il fallait un peu de cohérence, je dirais. Tout s'est pas agencé fortement comme je voulais raconter là. Donc là, c'est le storytelling, mais c'est un peu ça, en fait, qui a drivé l'initiative, quoi. Voilà. Super. Et sur les super-héros, juste, c'était l'idée de dire que... en fait, on va tous au travail, que le matin, des fois, on se lève et que c'est dur, et que quelque part, c'est un acte d'héroïsme, comme ça, de se lever pour aller bosser. Quotidien. Donc, on est tous des super-héros et super-héroïnes. Donc, aller à un endroit payé pour travailler, c'est encore plus être un vrai super-héros. Oui, c'est pour investir dans la qualité de son environnement. De son environnement, exactement. Voilà. C'est ce qu'on retiendra de cette histoire. Bravo en tout cas. C'est bien raconté. Je peux écrire un livre du coup. Oui, exactement. Mais en fait, c'est le synopsis. Exactement. Okay. Mais à travers la création du BHZ, enfin, tu vois,
on va dire, de nouvelles histoires aussi se créent. Hein. Ah oui, à travers clairement. ce podcast, par exemple, c'est la clairement. réunion de personnes. Mais même le podcast dans lequel tu es intervenu était Bah oui. une histoire en soi. Exactement, oui, c'est Une vrai. histoire de légumes après. En plus, C'est fou, c'est une fou. histoire de légumes. Ouais, c'était pas mal. Bon, on invite tout le monde à venir au BHZ du coup pour avoir cette étincelle et démarrer un début d'histoire. Et puis si vous voulez plus d'histoires qu'on a déjà évoquées là autour d'anecdotes, et ben c'est autour de la machine à café aussi qu'il y a beaucoup de débuts d'histoire. Exactement. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut démarrer justement une collaboration, un début de livre? Eh bien, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, donc Virginie Lassard, L-A-2-S-A-2-R-E. Et sinon, mon site internet, virginielassard.com. Voilà, Ok, c'est super. tout simple. Génial. Merci beaucoup, Virginie. Merci, Patrick. Merci. Merci, à Gaëlle. vous. Merci Et on à se vous trois. retrouve très bientôt sur la BHZ League. À bientôt, merci Salut. beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.